Bon, allez, je vous propose qu'on commence. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Donc, ce webinaire a pour vocation, comme j'avais pu vous le préciser, d'aborder la sauvegarde immuable, mais plus sur un aspect un peu plus technique que l'on peut présenter habituellement. Je vais faire un premier rappel, quand même, c'est sur l'extrémité. Donc pour rappeler, nous avons 26 ans d'ancienneté. Elle va fêter en juillet ses 26 ans. On a à peu près une trentaine de collaborateurs et un peu plus de 600 clients, toute activité confondue. Je me permets de lister ici quelques-uns de nos clients, de nos références. Voilà. Euh, nous avons des valeurs qui nous sont propres et qui nous sont chères chez Extrémité. Nous avons l'écoute, le partage, l'épanouissement, la proximité. Nos clients, ce sont des PME dans le nord de la France, Nord-Pas-de-Calais, et c'est un choix de vouloir rester au plus proche d'eux pour pouvoir intervenir au plus vite en cas de problème. Nous avons quelques engagements, notamment des engagements associatifs auprès des clowns de l'espoir qui sont situés à Villeneuve-d'Ascq. Leur objectif, c'est d'améliorer la qualité des séjours des enfants hospitalisés dans la région des Hauts-de-France. Ça a été choisi par l'ensemble des collaborateurs d'Extrémité. L'Accordé, qui est à Roubaix, c'est une école associative et indépendante implantée dans un quartier marqué par la précarité sociale. L'objectif de l'association, c'est de leur offrir aux enfants une véritable égalité des chances. Et enfin, on a la clé à Lille qui propose des cours individuels gratuits en lecture et écriture pour les adultes illettrés ou analphabètes, les personnes étrangères et les scolaires en accompagnement à la scolarité. Nous avons quelques gestes RSE, on va dire, le recyclage, les éco-cups, mais aussi des panneaux solaires sur les toits de extrémité. Je me permets de rappeler aussi les différentes expertises de extrémité. Tout d'abord, la cybersécurité. Nous avons un pôle dédié à ça. Ça va comprendre tout ce qui va être configuration, management des firewalls, mise en place d'authentification forte avec de la biométrie ou du SSO, des logiciels anti-spam. Et toute autre, on va dire, activité de cybersécurité avec des audits de cyber, des pentests, des campagnes de phishing, etc., etc. Nous avons un pôle réseau dont je fais partie, qui permet de faire le maintien en condition opérationnelle de votre infrastructure réseau. Donc cela, ça va être accompagner vos utilisateurs, mise en place de services, maintien de votre parc. Donc ça va être au niveau de la messagerie, des équipements réseau, des serveurs, des postes de travail, de l'impression, etc., etc. Une partie télécom avec l'application 3CX, avec le serveur 3CX. Donc nous pouvons mettre en place cette téléphonie, la maintenir, vous accompagner pour la développer et qualifier votre besoin. Une société sœur avec un cloud privé. Nous pouvons mettre à disposition un serveur, un ou des serveurs en fonction de vos besoins, ce qui vous permet de vous affranchir tout simplement de votre infrastructure locale qui peut avoir un coût. Et donc, ça vous permet de nous déléguer complètement la partie cyber, la partie matérielle, et de vous consacrer que à la partie métier. Nous avons un pôle gestion, donc c'est plus sur la partie solutions applicatives, avec des logiciels comme Sage, Cegid, mais aussi des solutions comme Silae. Donc ça va plutôt être des gestions commerciales, des gestions de paie, de la gestion comptable, et aussi en parallèle une paie externalisée qui est liée à cette activité sur laquelle vous pouvez nous déléguer complètement votre paie de vos collaborateurs. Nous avons un pôle développement
qui peut faire des développements spécifiques sur mesure, comme des choses un peu plus conventionnelles, avec du site web, mais aussi des connecteurs pour vos ERP ou des petites applications métiers qui pourraient vous faciliter la vie. Et enfin, on a un pôle digital qui va s'occuper de faire votre publicité, on va dire, sur Internet, de vous présenter, de faire les sites institutionnels, le e-commerce, etc., etc. Comme je l'ai présenté, je refais un petit focus un peu plus précis sur la partie réseau, dont le service je fais partie. Donc dans la partie réseau informatique, on va pouvoir retrouver de la messagerie et le travail collaboratif, les réseaux informatiques, l'interconnexion des sites, la gestion des bases de données, les postes utilisateurs, les solutions d'impression, le télétravail, le nomadisme, Wi-Fi. La téléphonie, donc ça peut couvrir les téléphones IP, la téléphonie sur IP, la visioconférence, le CRM, l'intégration du CRM et la communication globale. La cyber, pour reprendre les quelques éléments, les audits de sécurité, pentest, firewall, antivirus, archivage, téléphonie, télésurveillance sur IP et la sauvegarde immuable. Et enfin, le cloud, avec hébergement total de votre partie serveur, et vous n'avez plus à gérer cette partie-là. Hop, je vais juste vérifier si nous avons des nouveaux participants. Ah, bah, bonjour à Augustin. Je vous propose du coup d'attaquer un peu plus ce sujet. Donc, dans ce webinaire, nous allons d'abord refaire un point sur le contexte et l'importance des sauvegardes, faire un petit rappel sur l'évolution des cyberattaques, d'où l'intérêt des sauvegardes. On va faire ensuite un zoom technique sur la sauvegarde immuable en elle-même, et enfin les outils à mettre en place pour vous permettre de bénéficier de ces sauvegardes. Alors, contexte et enjeu. Pourquoi les sauvegardes sont cruciales? Tout simplement pour prévenir les pertes de données. Une perte de données, ça peut arriver extrêmement facilement. Une défaillance matérielle, un bug logiciel, une erreur humaine, un collaborateur qui fait une suppression involontaire, un virus qui va crypter l'ensemble de vos données. Alors, régulièrement, souvent, on peut réussir à les récupérer. L'impact reste minime, mais des fois, ça peut être irréversible. Et donc, c'est toujours bien d'avoir une sauvegarde de vos données assez simplement récupérable. Ça permet de récupérer votre activité après un sinistre. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un incendie, une catastrophe naturelle ou toute autre problématique. Et donc, vos sauvegardes vont vous permettre de relancer votre activité le plus rapidement possible et que vous puissiez continuer à travailler, que vos collaborateurs puissent continuer à travailler, et donc que vous ne soyez pas mis au chômage technique, enfin, ou du moins limiter cette période de perte d'activité. La protection contre les ransomware, euh, on va aborder rapidement après, mais le fait d'avoir des sauvegardes régulières, ça vous permet de ne pas céder lorsque vous faites cyberattaquer. Maintenant, les attaquants ne font plus leurs attaques, on va dire, pour s'amuser. Leur objectif, c'est de récupérer de l'argent. Et donc, systématiquement, une demande de rançon maintenant est envoyée lorsque vous faites cyberattaquer. Voilà. Et enfin, nous avons la confiance et la conformité. De plus en plus, maintenant, les assurances, les contrôleurs de gestion et d'autres institutions obligent à avoir des systèmes de sauvegarde plus ou moins forts. On est plutôt en train d'aller vers le plus que le moins. Et donc, ce sujet des sauvegardes va vous permettre déjà d'être un peu plus serein sur la survie de votre structure, sachant qu'une société, par exemple, qui se fait cyberattaquer peut perdre 30% d'entre elles ne vont pas s'en relever, notamment chez les PME.
Donc ça va vous permettre d'être un petit peu plus serein et aussi de vous conformer aux exigences légales et réglementaires. Voilà. On va faire un petit point rapide sur des points un peu techniques. Donc, qu'est-ce que c'est le RPO et le RTO? Le RPO, donc le Recovery Point Objective, c'est le temps, enfin la donnée maximale qui peut être perdue. Typiquement, ça veut dire entre le moment où vous avez fait votre dernière sauvegarde et le moment où vous ne pouvez plus travailler. On va prendre le cas d'un crypto qui va s'installer sur votre infrastructure. Ça veut dire vous avez fait votre sauvegarde hier soir, et vous vous faites cyberattaquer le lendemain midi. Ça veut dire est-ce que le RPO de une demi-journée est acceptable? Ensuite, on va avoir le RTO, quant à lui, donc le Recovery Time Objective. C'est la durée maximale pendant le temps où vous ne pouvez pas travailler convenablement. Ça veut dire avec où l'impact va être significatif ou non. Et cela comprend la restauration des systèmes, le temps qui va être mis aussi pour restaurer tout cela. Hop, donc si on reprend ce petit schéma avec mon analogie, donc imaginons, vous vous faites attaquer, enfin vous faites votre dernière sauvegarde la veille à 22 heures, vous vous faites attaquer donc l'incident à midi, ça veut dire que toutes les données entre hier 22 heures et aujourd'hui midi seront perdues. Ça va être pour le RPO. Et donc le RTO, ça veut dire on va commencer à restaurer, imaginons les VM de prod. Ça va mettre un certain temps. Prenons pareil une demi-journée. Ça veut dire que à 18 heures, les VM seront restaurés et vous aurez une reprise d'activité en mode dégradé. Ça veut dire que pendant ce temps-là, vous n'aurez pas pu travailler. Et donc c'est ça votre RTO. Et après, donc, vous avez la reprise au service normal, mais disons que le RTO s'applique uniquement en mode dégradé. C'est-à-dire que vous pouvez quand même travailler, même si c'est un petit peu compliqué. Donc ces deux concepts-là sont importants pour les sauvegardes, tout simplement parce que c'est eux qui vont vous permettre de définir vos plans de reprise d'activité, les PRA, et de définir ce qui est acceptable ou non. Refaisons un petit point sur les attaques cyber. Euh, Avant, les cryptos, enfin les logiciels de cryptographie de données s'attaquaient souvent au poste sur lequel il était installé et donc il allait chiffrer les données dessus. Maintenant, ces logiciels-là sont de plus en plus performants et ils vont essayer d'aller chercher les logiciels de sauvegarde, les serveurs sur lesquels ils sont hébergés, et ils vont essayer de se répandre sur l'ensemble du parc. Donc ça, c'est pour un cas, on va dire, de chiffrement, mais il y a aussi le cas où un attaquant arrive à rentrer sur votre réseau, et donc là, souvent, il va rester 2-3 jours, plus il risque de prendre le risque de se faire repérer, et donc que son attaque échoue. Et quand ils rentrent maintenant sur le réseau, première chose qu'ils essaient de faire, c'est casser les sauvegardes. Une fois que les sauvegardes sont cassées, ils ont champ libre pour tout crypter. Et s'il n'y a plus de sauvegarde, il n'y a plus de données. Euh, Donc voilà, donc, ce qui implique que les sauvegardes traditionnelles, ça veut dire hébergées sur votre NAS en local, sur vos cassettes RDX. Bon, même si les cassettes RDX c'est un petit peu plus compliqué, mais s'il arrive à rester 5 jours, que vous avez que 5 jeux de données, voilà. Mais vos sauvegardes locales, donc sur un serveur, votre donnée de prod, et imaginons que vous avez même une sauvegarde sur un autre site qui passe via un tunnel IPsec, ces données-là, ces sauvegardes-là, maintenant peuvent être facilement détruites et compromises. Et donc, pour pallier à ce défaut-là, il faut les rendre immuables. Ce conseil, enfin ce concept-là est recommandé dans le guide d'hygiène informatique qui est fourni par l'ANSSI. C'est un petit livret de 58 pages qui a été paru en 2013 pour sa première version avec une V2 en 2017. Et ce petit guide informatique
vous donne 42 règles simples à appliquer pour permettre d'avoir une meilleure sécurité sur votre système d'information. On va faire un autre petit point sur la différence, les différents types de sauvegarde. Vous allez avoir la sauvegarde, on va dire, basique, qui va être ce qu'on appelle une full. Ça veut dire on va prendre l'ensemble des données, on va les copier ailleurs. Ça, c'est la full, ça veut dire on fait une copie complète et conforme à l'existant. L'avantage de cette sauvegarde, c'est que ben, on a l'ensemble des données. L'inconvénient, c'est que ça prend beaucoup de place. C'est-à-dire que si on fait des fulls tous les jours, bah, ça va prendre énormément de temps à se faire et consommer énormément de données. Pour pallier à ce défaut, différents types de sauvegardes ont été mis en place. On va trouver l'incrémental. Donc ça, c'est une sauvegarde complète qui est faite une fois. Par exemple, on va faire une fois le week-end. Et on va y appliquer les modifications tous les jours. Ça veut dire que le lundi, enfin, ou le week-end, on va faire la sauvegarde complète. Et ensuite, tous les jours, on va venir ajouter cette sauvegarde, les données qui ont été modifiées. Ça permet d'économiser de l'espace et d'accélérer les sauvegardes. L'inconvénient, c'est que si on veut restaurer l'ensemble des données, il faut restaurer l'ensemble de ces sauvegardes. Ça veut dire qu'il faut revenir à N-1, N-2, N-3, N-4, etc., jusqu'à la full, pour faire l'ensemble de la restauration. Il y a un deuxième mode, qui est le différentiel. C'est pareil, au niveau du même fonctionnement, on a une sauvegarde complète qui est faite, mais tous les jours, on va venir rajouter N plus N-1. Ça veut dire, on va le jour suivant de la sauvegarde complète, on va prendre les modifications. 2 jours après, on va reprendre N-1, enfin le jour, la veille, plus les sauvegardes du jour. L'avantage de cette sauvegarde, c'est que si on doit faire une restauration, c'est excessivement rapide, parce qu'au final, on a juste besoin de la foule et du jour souhaité. Contrairement à l'incrémental, où il faut revenir à l'ensemble des incrémentales jusqu'à la foule. Donc, dans le cas d'une sauvegarde incrémentale, le RTO va être beaucoup plus important. Et donc, c'est ce que j'expliquais juste avant avec le schéma. C'est où on positionne le curseur. Alors, la sauvegarde immuable, qu'est-ce que c'est? Immuable, qui par nature n'est pas sujet au changement et demeure identique à soi-même. Vérité immuable. Donc ça, c'est les définitions du Larousse. Hein. Qui demeure inchangé, ne subit pas ou ne paraît pas subir de modifications pendant un temps relativement long. Un ciel d'un bleu immuable. Donc l'idée derrière ce concept, c'est que la sauvegarde ne peut pas être modifiée, ne peut pas être altérée. C'est une donnée figée dans le temps. Alors, je vais faire un petit focus maintenant sur la partie S3, le protocole S3. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un protocole qui a été créé par Amazon, donc via le AWS, Amazon Web Service, en 2006. Il a été créé pour répondre à un besoin qui était l'externalisation des sauvegardes. Le concept de sauvegarde, souvent, ça se passe au niveau des fichiers qu'on va copier d'un système à un autre sur un réseau local. La sauvegarde via le protocole S3, c'est de permettre d'avoir un contrôle beaucoup plus granulaire au niveau d'un versionning, de l'immuabilité et des rétentions. Comme on va le voir après, ce n'est pas exactement le même mode de fonctionnement au niveau de la gestion des données. Mais ça a été surtout conçu pour faire du stockage massif et distribué des données, une haute disponibilité et une durabilité. Alors c'était le 11.9, c'est le terme de Amazon, où ils garantissent ce taux de disponibilité, qui est assez exceptionnel. Et enfin, la dernière particularité, et qui est le cœur de ce protocole, c'est l'ensemble de la gestion des sauvegardes se fait via des API RESTful standardisées.
Euh, Juste pour reprendre, je partais du principe que tout le monde avait connaissance de ce qu'était une API RESTful. C'est en fait des requêtes que l'on va faire sur un site web, enfin, ou du moins sur un serveur, via une standardisation. Ça veut dire on va contacter le serveur via certains points d'accès et on va lui donner des instructions. Ça veut dire qu'en dehors de ces instructions, on ne peut rien faire côté serveur. Je vous donne quelques éléments clés pour que vous essayez, pour que vous ayez un petit peu plus le, vous compreniez les termes que je vais utiliser par la suite. Alors, le protocole S3 se base donc sur un bucket. Un bucket, c'est un conteneur logique. C'est un petit peu si on prend l'analogie qui est sur l'écran, ça va être un classeur. Dans ce classeur, on va retrouver des objets qui vont être un équivalent des pages. Donc, on va retrouver une multitude d'objets dans un bucket. On peut avoir plusieurs buckets avec des multitudes d'objets. Chaque objet sera identifié par une clé unique, une key. C'est cet élément-là qui va être important pour pouvoir faire la gestion via les API. À ça, on va rajouter une version ID. Donc, c'est un identifiant de version de données. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on va faire une sauvegarde, on va lui indiquer un numéro de version. Les métadatas, donc, c'est en prime, en plus de la version ID, ça va être des données supplémentaires que l'on va rajouter. Le timestamp, ça veut dire la date et l'heure du fichier. Jusqu'à quand il va être rendu immuable, s'il est rendu, les droits d'accès, etc., etc. Il y a énormément de paramètres qui peuvent être attribués via les API, et on va en aborder quelques-uns juste après. Enfin, on va avoir un concept qui va être le WORM, donc le Write Once Read Many. C'est pour la partie immuable. Ça veut dire on va euh, écrire une fois, c'est-à-dire on va envoyer le fichier une fois, mais il peut être consulté un certain nombre de fois. Ça veut dire on va limiter les accès qui vont être faits à ces fichiers-là. C'est-à-dire on va l'écrire, et ensuite la seule chose qu'on pourra faire, ça va être la récupération, dans l'idée. En sachant qu'on peut détourner un petit peu, hein, c'est pas fait que pour la sauvegarde, le protocole S3. Il peut être utilisé aussi pour les sites, pour la gestion, le stockage des fichiers, des images. On peut aller stocker des bases de données. Ça peut être fait aussi pour le big data. Voilà, ça a tout un pan d'utilisation précis, enfin même pas précis, qui peut être global. Mais nous, on s'est focusé justement sur un cas précis qui est la sauvegarde et qui plus est immuable. Pour reprendre l'analogie, un bucket, c'est comme un classeur. Dedans, on va retrouver des objets qui représentent des pages. Et le protocole S3, c'est ce qui va fixer les règles de qui peut lire, modifier ou supprimer ces pages. Un petit peu qui a les clés du cadenas pour ouvrir le classeur et qui a le droit de le lire. Alors, prenons un cas typique. On va avoir une solution de sauvegarde. Par exemple, on va prendre Vim, qui est le leader sur le marché. Il va s'occuper de faire sa sauvegarde. Ensuite, il va transformer les fichiers en objets pour les envoyer ensuite via les API. Quand il va créer son fichier, enfin son objet, il va lui attribuer une clé unique. Ensuite, il va contacter le bucket qui se trouve sur le cloud. Pour cela, il va attaquer via l'HTTPS, donc qui est le protocole d'accès web sécurisé. Cette connexion va se faire via une authentification par clé et signature. Ça veut dire que les identifiants pour se connecter au bucket sont stockés en local, mais ils sont aussi uniques au serveur, à l'application qui va faire la sauvegarde. Et l'ensemble de ces communications va se faire
via des requêtes API. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas adresser les fichiers, enfin les objets, autrement que via ces API. Une fois que les fichiers sont déposés, on va avoir, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, les métadatas qui vont être appliqués avec l'object lock. Je reviendrai juste après dessus. Mais dedans, on va retrouver des vérifications de droit, des SLA, c'est-à-dire qui a le droit d'accéder, pendant combien de temps, sur quel scope. Euh, Ça va valider aussi les métadatas qui sont configurés. Il va y avoir une vérification du checksum, c'est-à-dire le logiciel va envoyer les fichiers, mais on va aussi vérifier que ces données qui sont envoyées sont viables. Ça veut dire que il n'y a pas une modification entre le moment où le serveur l'a envoyé et où le logiciel a envoyé et le serveur l'a reçu. Si il y a une différence, on renvoie. Et enfin, on peut appliquer un versionning. Le versionning, comment ça se passe chez S3? Il y a deux modes qui existent. Il y a le mode avec et sans versionning. Ça veut dire que si on applique du versionning, le fichier, s'il est supprimé, on va le déposer, il va être fichier V1. Euh, Si on fait une modification, ou si on veut le supprimer, ou on ajoute un nouveau fichier, ce fichier-là restera là, mais avec la version V-1, et le nouveau fichier viendra en V0, plutôt en V0. Et en fait, le fichier en lui-même ne sera pas supprimé. Il restera toujours présent dans le bucket, sauf action précise, mais ça permet d'avoir un historique et un accès à cet archivage. L'inconvénient du versionning, c'est que plus on rajoute de données, plus on fait grossir le bucket. Une fois qu'on a envoyé et vérifié les données sur le bucket, euh, la partie S3, côté serveur, va s'appliquer. Ça veut dire que lui, il va vérifier que les données, enfin les requêtes qui peuvent lui être attribuées ne vont être que du put, get ou delete. Il n'y aura pas le reste. On ne pourra pas les modifier les métadatas, etc., etc. Si on a activé l'immuabilité. L'immuabilité, ça se présente avec des petits exemples de requêtes. Je vous en ai mis trois, avec le object lock, lock retain until date et object locked legal hold. Alors, pour vous donner quelques pistes, le lock mode, object lock mode, c'est le mode de verrouillage. Ça veut dire soit en governance, soit en compliance. Le governance, c'est, disons que c'est un verrouillage qui est configurable. C'est-à-dire on peut attribuer des droits, c'est-à-dire pour la majorité, pour les logiciels qui vont envoyer les fichiers, ça va être verrouillé. Par contre, un utilisateur super admin ou admin pourrait aller faire la suppression de ces données. Ad contrario du compliance, qui lui est un verrouillage strict. Ça veut dire que si on a configuré le bucket en disant non, c'est du compliance, personne n'aura le droit d'aller faire une modification ou une suppression de ces données. Le retain until date, c'est la date jusqu'à laquelle on va verrouiller le fichier. Ça veut dire que si on le met en compliance, qu'on applique une date à J plus 7, ça veut dire que ces données-là, pendant 7 jours, ne pourront être gérées par personne. La seule requête qui sera acceptable, ce sera du get. Donc put pour envoyer, get pour récupérer, delete pour supprimer. C'est l'un de ces éléments qui est le plus fort. Et après, on a un troisième élément qui est le lock legal hold. Et alors celui-là, en fonction de si on l'active ou non, ça va permettre d'attribuer une rétention obligatoire. C'est un équivalent de compliance, mais qui va permettre, si on passe en governance, qui va permettre d'interdire à un administrateur de supprimer quand même ces données-là. Ça veut dire que c'est un archivage forcé des données. Voilà, et donc ça, on va dire, c'est là-dessus que se basent les métadatas qui sont appliqués aux objets qui sont envoyés, mais il y en a
un certain nombre d'autres qui sont aussi mis par les logiciels de sauvegarde, que vous pouvez aussi faire, hein. Vous pouvez aussi vous-même attaquer les API des serveurs pour gérer vous-même vos données. Et enfin, imaginons, on veut aller faire cette suppression. Eh bien, si on va vérifier, lorsqu'on va faire la requête de delete, si les critères de mode retain until date et legal on ne sont pas remplis, la suppression ou l'altération seront impossibles. C'est jusqu'à, du coup, soit qu'on ait dépassé la date de rétention, soit que on arrive à changer le mode ah mince, j'ai oublié le terme, les durées légales de rétention. Et logiquement, si on a mis les durées légales de rétention, elles ne peuvent pas être bypassées. Donc elle ne pourra pas être supprimée, donc c'est surtout sur le retain until date. Je ne sais pas si ces concepts-là sont très clairs, si tout le monde a pu comprendre. Sinon, on pourra reprendre après. Ok, il y aura encore une partie questions-réponses juste après cela. Alors, ici, j'ai rajouté la partie stockage des données. Alors, cette partie-là est un petit peu plus complexe parce que les hébergeurs ne fournissent pas d'infrastructure précise. On en a une idée, on sait comment nous héberger aussi nos données, les données de nos clients via notre cloud privé. Mais ces données-là sont plus que sécurisées et plus que limitées en termes d'accès, que ce soit en interne chez eux, mais aussi sur Internet. Donc, concrètement, lorsque votre logiciel de backup va envoyer ces datas, elles vont arriver sur le data center de l'hébergeur avec toutes les sécurités qu'on imagine. Ça veut dire du contrôle d'accès, de la réplication sur divers serveurs, de la haute disponibilité, des réplications des données donc sur les différents serveurs, mais potentiellement sur d'autres data centers. Par exemple, Amazon, eux, vont répliquer sur plusieurs data centers les données. Elles ne seront pas que sur un seul stocké, contrairement à d'autres solutions qui, eux, vous garantissent le stockage que sur un seul data center. Voilà, donc en fait, c'est surtout pour dire que la sécurité autour de tout ça est quand même relativement forte, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de données disponibles sur Internet par rapport à ça, et surtout que bah, les infrastructures, comme on a pu le voir précédemment, sont mises en place pour répondre aux besoins de haute disponibilité et surtout d'accès à ces sauvegardes. Enfin, je me permettais de lister quelques outils. Alors, comme j'ai pu évoquer, il y a le leader du marché qui va être Vim Backup et Replication. C'est le leader, il permet de faire un petit peu tout ce qu'on souhaite en termes de sauvegarde, de réplication, de restauration possible. Mais le protocole S3, comme je l'ai évoqué aussi, est standardisé. Ça veut dire qu'on peut le déployer sur d'autres applications de sauvegarde, notamment PBS, donc Proxmox Backup Server, qui intègre ces requêtes via les API que l'on peut configurer chez divers hébergeurs à partir du moment où ils proposent ces solutions-là. Donc ça, c'est si on a pas une partie serveur, mais on peut aussi avoir une partie juste NAS, donc qui va être le stockage des données. On peut retrouver Hyper Backup ou Hybrid Backup, donc Hyper Backup qui est chez Synology et Hybrid Backup qui est chez QNAP. Et ces logiciels vous permettent, si vous n'avez pas une infrastructure qui est, disons, particulièrement poussée, de quand même pouvoir bénéficier de la sauvegarde immuable de vos données. Pourquoi utiliser ces outils? Tout simplement pour vous assurer d'être en conformité, on va dire, au niveau des recommandations de l'ANSSI. Donc, ça veut dire vérifier l'intégrité, de pouvoir configurer les sauvegardes hors site, d'avoir de la documentation, planifier vos sauvegardes journalières, hebdomadaires, mensuelles, avec plusieurs types de sauvegardes pendant la journée si besoin. La gestion des incrémentales et des différentiels, l'automatisation, le chiffrage, la sécurité des accès et la mise à jour des plans de sauvegarde.
Point que je n'ai pas forcément évoqué non plus euh, tout à l'heure, c'est que, enfin si je l'ai évoqué rapidement, mais c'est que nous, lorsque l'on configure des sauvegardes immuables, nous le faisons sur des data centers européens et si possible français. Actuellement, nous avons la chance de pouvoir d'en avoir un disponible à côté de Paris. Pourquoi on fait ça? Pour tout simplement bénéficier des législations françaises et européennes, notamment de la RGPD. Des contrôles d'accès français, sur lesquels on est plutôt très bons élèves au niveau mondial sur la partie cyber et grâce à l'ANSSI. Euh, voilà. Donc, au vu du contexte géopolitique, il est toujours préférable de privilégier des data centers français, voire européens. Je voulais aussi juste faire un petit rappel, c'est au niveau du CSIRT. C'est le centre. Ah, j'ai oublié le terme. Mais c'est, on va dire, c'est l'instance qui va vous permettre, si demain vous vous faites cyberattaquer, de pouvoir répondre à l'incident. Typiquement, demain vous faites cyberattaquer, c'est l'un des premiers contacts que vous devez avoir avec votre prestataire informatique ou votre informaticien. Et eux vont vous permettre en fait d'être redispatchés auprès des sociétés avec qui ils sont affiliés et avec qui ils ont validé la compétence via un label expert cyber que nous sommes d'ailleurs extrémité. Et un expert sera dépêché chez vous pour endiguer la propagation, euh, identifier d'où est venue et jusqu'où elle a été et enquêter en fait sur l'incident et aussi de remettre au plus vite votre infrastructure en marche pour limiter les dégâts. Donc voilà, quelques petites règles à avoir en tête. Demain, vous vous faites cyberattaquer. Pensez à cloisonner, ça veut dire vous débranchez, vous isolez l'équipement qui a été infecté. Par exemple, c'est un ordinateur, vous débranchez le câble RJ. On évite d'éteindre, sinon on perd des traces et potentiellement on aggrave le problème. On signale, on appelle le prestataire, l'informaticien et le CSIRT. Et on met en place les solutions de secours s'il y en a déjà. Si on active le PRA, on lance la restauration des sauvegardes, on vérifie les accès, etc.